Merci, M. le Président. Je ne peux pas m'empêcher de souligner cette petite pièce d'anthologie, là, quand on veut faire la distinction entre deux rapports. C'est important de prendre des bons exemples. Allez nous dire que le logiciel libre n'existait pas avant 2011. Ce n'était pas le meilleur exemple que le président du Conseil du Trésor pouvait utiliser. Monsieur le Président, mon collègue de Beauharnois a abordé un sujet intéressant, le sujet de s'agir. Je veux rappeler, pour mémoire, que le député Néligan, quand il était président du Conseil du Trésor, a demandé à KPMG un audit sur s'agir. Plusieurs constats sont faits dans cet audit. D'abord, ce qui surprend, c'est la portée extrêmement limitée du mandat, 2011 à 2014. Donc, on exclut tout ce qui s'est fait entre 2005 et 2011. Et on exclut d'emblée GIRES, qui est quand même les racines de s'agir, donc 2003-2005. KPMG prend bien soin de nous dire, nous, on a évalué les contrats que le CSPQ a bien voulu nous donner. On ne peut pas valider l'information. On a pris ce qu'on nous a donné. Et on n'a pas évalué la possibilité de fraude, de collusion, de malversation. Ce n'était pas dans notre mandat. Malgré tout, malgré ce nombre extrêmement limité ce nombre de contraintes, ce nombre de limitations, on constate problème de gestion des heures facturées qui ne sont pas encore travaillées, des procédures d'évaluation qui sont plus ou moins conformes à la règle, des autorisations qui sont faites en parallèle sur toutes les choses qu'on a déjà entendues, malheureusement, dans d'autres rapports. J'ai été mystifié, je dois dire, d'entendre M. Jean nous dire que s'agir, ça va bien. On va être en bas des coûts. On a une application qui est solide. Et le président du Conseil du Trésor dire, écoutez, là, on fait pour 74 milliards de transactions avec s'agir. Ça me paraît beaucoup, enfin. Si je comprends bien, c'est toutes les transactions du gouvernement. Pourtant, l'année dernière, quand on en avait discuté, j'avais compris que s'agir ne serait pas déployé au complet. J'avais compris que le module 1 et 2 étaient déployés, que le module 3 était en voie de l'être. On ne sait pas si c'est terminé. Et qu'on n'était pas sûr que le module 4, 5, 6 et 7 serait déployé. C'était en attente d'autorisation. Ça va pas bien, là, quand vous dites que s'agir, c'est 7 modules, puis il y en a 4 qu'on pense qu'on ne déploiera pas. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on a calculé les coûts qu'on vient de nous donner. Est-ce qu'on a tenu compte de GIRES ou est-ce que ça a été exclu du calcul? Est-ce qu'on a inclus l'ensemble des contrats qui ont été donnés dans le cadre du développement, du déploiement et de la maintenance de s'agir pour en arriver au montant qui nous a été donné? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, en effet, l'allusion là au logiciel libre n'était pas la meilleure. Ce que je voulais dire, et je l'ai redit après, c'est qu'en 2011, il n'était pas aussi utile et aussi performant qu'il l'est aujourd'hui. Et je suis sûr que d'ici 3 ou 4 ans, il sera encore plus puissant, le logiciel libre. Pour ce qui est de s'agir, je pense que M. Jean l'avait déjà bien mentionné avec les différentes phases. Oui, la réalité est que GIRES, oui, ça a coûté. Une partie a été par la suite récupérée par s'agir. Peut-être, M. Jean, vous pourriez élaborer un peu plus avec précision cette question de coût de s'agir. M. Jean. Alors, l'information est la suivante, M. le Président. GIRES a coûté 207,9 millions à la fin de GIRES. 73 millions du 207 millions a été récupéré pour s'agir et il est inclus dans les coûts évoqués par le ministre. Il y a donc une dépense nette ou une perte nette là,
134,70 millions qui découlent de GIRES. Merci. Monsieur le député. Oui, non, mais c'est ça. Maintenant, je voudrais que M. Jean continue dans sa lancée pour s'agir parce qu'on parle de 3 modules de s'agir. On parle des bases de données pour les 7 modules. Et donc, il y a 4 modules dont on ne sait pas est-ce qu'ils vont être implantés, oui ou non. Si oui, est-ce que c'est inclus dans les coûts qui nous ont été mentionnés par M. Jean? Sinon, faut-il comprendre que la base de données, les 4 modules qui ne seront pas implantés, ça s'en va dans les pertes? Cette perte-là s'élèverait à combien? J'aimerais savoir un petit peu plus d'informations parce qu'on nous met ça un peu rose, là, mais je rappelle que si le député de Milligan a demandé un audit par KPMG, c'est pas parce que tout allait bien, là. Merci. Monsieur Jean? Alors, on va, Monsieur le Président, je vais recommencer la démonstration. Donc, on part avec GIRES, perte sèche de 134,70, on s'entend là-dessus. On ajoute à ça le coût final de réalisation des 3 premières phases, 1, 2, 3, 430,67 millions, pour un total de 565,37. Et est-ce que ça inclut le 73 millions oui, qui est inclus dans le 73. de GIRES à s'agir? Oui, oui. Okay. Les coûts récupérés de GIRES sont dans le 430. OK? Et les 4 dernières phases, selon les estimés de 2005, sont évalués à 136,1 millions. Dans le 430 millions. Non, ils s'ajoutent aux 430. Donc, on fait un total de 565 plus 136. Ça fait 11, 20, ça fait 700 millions à peu près au total. Si les 4 dernières phases se réalisaient, le gouvernement allait de l'avant, et si les coûts initiaux étaient respectés de la même manière que ceux des 3 premières phases ont été respectés, Monsieur le député. Merci. Est-ce qu'il est de l'intention du gouvernement d'implanter les 4 derniers modules de SAGIR? Monsieur le ministre? C'est une question, bien sûr, pertinente. Nous sommes arrivés il y a un jour. Nous allons continuer de travailler avec le secrétaire, avec le DPI, avec le CSPQ, pour juger de la pertinence de continuer ou pas et à quel rythme on continuerait. Je ne peux pas vous donner cette information aujourd'hui. Je n'ai pas décidé qu'est-ce que je proposerai au gouvernement. Merci. À cet égard-là. Monsieur le député? Monsieur le Président, j'entends la réponse du ministre, mais en même temps, j'ai eu exactement la même réponse l'année dernière, à pareille date, de la part du député Milligan. Alors, le ministre va comprendre qu'on a une moitié d'application de je ne sais pas comment l'appeler, de logiciel de gestion. Je lui rappelle, entre autres, que les modules de comptabilité de SAGIR font partie des modules qui ne sont pas implantés. Si je me souviens bien, il y a la paye aussi. Je ne suis pas sûr de la paye aussi n'est pas implantée. Donc là, on fonctionne avec 2 applications différentes au lieu d'avoir une application intégrée, ce qui était le projet initial pour l'ensemble de l'administration gouvernementale. Est-ce qu'on peut savoir dans quel délai le ministre pense prendre une décision? Parce que là, on marche sur une jambe. Monsieur le ministre? Si je comprends bien, vous, monsieur le député, vous êtes en train de nous dire que SAGIR est un bon outil et qu'on devrait continuer avec les autres phases. Écoutez, c'est une blague, là. Donc, 1, 2, 3, oui, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Est-ce qu'on va aller au-delà de ça? Comme je vous ai dit tantôt, c'est une décision qu'aujourd'hui, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas de l'information nécessaire pour que je puisse vous dire que oui, je vais la proposer au gouvernement ou non, je ne vais pas la proposer. Je ne peux pas vous répondre à cette question aujourd'hui. Quand est-ce que je pourrais répondre à cette question? Je pense que c'était ça que vous voudriez savoir. Oui, monsieur. En fait, Monsieur le Président, oui, je vais répondre à l'intervention du président du Conseil du Trésor. Oui, je pense que les financiers d'ORAC sont d'application solide, effectivement, qui ont fait leur preuve, sauf au gouvernement du Québec.
où là, de toute évidence, on n'est pas capable d'implanter ça correctement, ce qu'on fait partout ailleurs. Mais les produits Oracle sont des bons produits, oui. Je n'aurais aucun problème à recommander ces produits-là. Je pense que c'est assez solide. Il y en a d'autres bons, ceci étant dit. Là, je ne voudrais pas faire de la publicité. Mais le président du Conseil du Trésor va quand même admettre avec moi qu'il a, dans les bases de données, ça c'est acquis, c'est payé, on les a achetés. Et s'il décidait d'aventure de ne pas implanter les 4 derniers modules, on a une base de données qui ne sert à rien, pour lesquelles on va avoir payé pour rien. Et s'il décide d'aventure d'aller de l'avant, bien là, à quel coût ça va se faire? Donc, moi, je ne comprends pas, là, ce projet-là, depuis 2005 qui est sur la table, je ne comprends pas que le président du Conseil du Trésor ne puisse pas aujourd'hui me dire « Oui, on va de l'avant. Non, on ne va pas de l'avant. On a une solution de remplacement. » En 2 ans, puis là, s'agir, on s'entend que c'est pas un problème récent. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver sur le radar du gouvernement. Là. Comment se fait-il que ce problème-là, on n'a pas un plan, encore une fois, un plan, un échéancier pour régler de façon définitive, parce que tu sais, on parle pas de module pour imprimer des photos sur Wikipédia, là. La comptabilité, la paye, c'est pas rien, là. Peut-être qu'il le fait aussi. Monsieur le ministre. Bien sûr, Monsieur le Président, ce sont des questions pertinentes, sérieuses, mais je pense que le député pourrait aussi convenir avec moi que ça serait pas, je pense pas que ça fasse preuve de rigueur si je lui donnais une réponse après 30 minutes de réflexion. Ça prend un peu plus de temps que ça. Donc, comme je lui ai dit, on est arrivé au Trésor hier ou avant-hier. Ça va prendre un peu de temps pour qu'on puisse prendre connaissance de l'information qui existe. On ne part pas de zéro, bien sûr que non. Toute la réflexion a déjà été faite, mais moi, je n'ai pas encore été informé de ces réflexions-là. Et avant d'aller au Conseil des ministres proposer quelque chose, il faut que moi, je sois à l'aise avec ce que je propose. Monsieur le député de Pelletrie. Non, je comprends qu'après 30 minutes, le président du Conseil du Trésor ne peut pas faire ça, mais après 2 ans de ce gouvernement-là, je pense que oui, on aurait pu. Puis, je veux dire, les acteurs autour sont les mêmes, M. Jean, M. Ouellette. Bon. Mais, de toute évidence, il n'y aura pas de réponse, puis on va continuer à être dans le flou existentiel. Puis j'espère que le président du Conseil du Trésor est conscient de l'ampleur du problème là, et que la solution doit être en proportion. Ceci étant dit, M. le Président, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec le peu de temps qui me reste. J'ai dit dans mon introduction que KPMG avait spécifiquement indiqué qu'elle n'évaluait pas dans son audit les possibilités de fraude, de collusion, de corruption. Par contre, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui est le commissaire Lafrenière, l'UPAC. Et là, je comprends que tout ce qui est enquête, et je le dis d'emblée pour ne pas avoir ça dans la réponse aux questions que je vais poser, là, je comprends que tout ce qui est enquête sur des individus qui auraient pu se livrer à des gestes répréhensibles relève de l'UPAC. Par contre, le commissaire Lafrenière fait aussi des recommandations sur la façon dont on peut réorganiser nos processus, nos façons de faire pour colmater les brèches systémiques. Et il y a une série de recommandations qui ont été faites au président du Conseil du Trésor il y a presque 1 an maintenant, compte tenu du fait que le commissaire dit que la collusion dans le secteur de l'informatique, à l'instar de la construction, est avérée. Donc, ce qu'il nous dit, là, c'est que ce qu'on a vu là, dans le domaine de la construction avec la commission Charbonneau, au niveau informatique, là, c'est avéré. Il y en a. Compte tenu des centaines de millions qui sont partis on ne sait où, mais certainement pas au service des contribuables, je pense qu'il y a urgence d'agir. J'espère que le président du Conseil du Trésor partage ce point de vue-là, qu'il y a urgence d'agir. Et j'aimerais qu'il nous dise, qu'il dise aux contribuables, dans les recommandations du commissaire Lafrenière, combien ont été mises en place
Et dans quel délai peut-on penser que l'ensemble de ces recommandations seront mises en place? Oui, mais il va aller sur le temps du gouvernement, M. Poirier. Monsieur le ministre, vous pouvez le faire sur le temps du gouvernement. Parce que c'est une question importante. Et je pense que c'est utile que je réponde à cette question-là, en commençant par dire que l'UPAC a enquêté à notre demande. Donc c'est le gouvernement qui a demandé à l'UPAC de faire ce rapport-là, d'investiguer, de faire ce rapport-là. Donc c'était à notre demande. Ils ont en effet soumis 13 recommandations. Sur les 13 recommandations formulées par le commissaire, nous avons posé déjà des gestes. 7 sont réalisés, sont faits, et 6, les autres 6 sont en cours de réalisation. Peut-être ça vaudrait la peine, je m'excuse collègues si vous avez des questions, mais ça vaudrait la peine d'aller un peu dans le détail, parce que tout à fait, c'est important. Donc la première recommandation du commissaire, c'était de restreindre l'accès aux documents d'appel d'offres et de sensibiliser le personnel sur le caractère hautement confidentiel de ces documents. Ça, comme on a déjà discuté, il y a eu l'adoption d'une directive en gestion contractuelle en août 2015 et les lignes internes de conduite ont été mises en place en février 2016. La deuxième, de favoriser la concurrence en enlevant les clauses contraignantes qui réduisent le nombre de soumissaires disponibles. On a annoncé la création du commissaire au contrat public qui est devenu ou qui va devenir l'autorité des marchés publics pour traiter de ces plaintes-là. Et nous sommes très déterminés à avancer assez rapidement avec ce projet de loi de la création de l'autorité des marchés publics. On a mis aussi dans cet ordre d'idée des clauses dans le programme de passeport entreprise, ainsi que des lignes internes de conduite prises en vertu de la même directive du 1er août 2015, la section sur la concurrence. La troisième recommandation, de rendre obligatoire la déclaration d'intérêt pour les responsables de l'attribution de contrats. Encore une fois, on revient à l'adoption de la directive en gestion contractuelle du 1er août 2015 et les lignes internes de conduite le 1er février 2016. La quatrième, d'augmenter les effectifs de la direction de l'évaluation et de conformité du secrétariat du Conseil du Trésor et d'y affecter des spécialistes. Nous avons ajouté un poste au DEC, donc la direction d'évaluation et de conformité, et nous avons recours à l'expertise du sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information. La cinquième, d'exiger la mise en place de plans de gestion des risques de corruption et de collusion. Il y a un plan de gestion du risque qui est prévu d'ici avec l'exercice 15-16 et en collaboration avec l'UPAC. La sixième, d'exiger une facture détaillant chaque article livré afin de faciliter la vérification de la commande. Il y a des guides de bonnes pratiques qui va être rendu public en juin 2016, et puis une vérification qui va être plus soutenue avec le secrétaire du Trésor, les affaires municipales et nos équipes de vérification interne. La numéro 7, les clauses de garantie et de performance et assurer l'application de ces clauses-là. L'analyse est en cours pour ajouter cela au document d'offre de TI. La 8, d'assurer la probité et la neutralité du comité de sélection. Là aussi, on revient à la directive du 1er août 2015 et des lignes internes de conduite qui ont été émises le 1er février 2016. La 9, la réussite, donc instaurer la réussite d'une enquête de sécurité dans les appels d'offres en sécurité informatique. La clause a été ajoutée au document d'appel d'offres en TI. La numéro 10, de mettre en place un processus d'évaluation rigoureux des fournisseurs informatiques.
Bon, l'adoption du règlement sur les contrats de TI, comme ce que nous venons de faire, le guide de bonnes pratiques qui sera rendu public en juin 2016, et donc la création du pôle d'expertise aussi au DPI. La numéro 11, de réduire les risques liés à la présence de consultants externes, tout en augmentant l'expertise interne, parce que ça va de pair, un va avec l'autre. Alors, encore une fois, on revient à la directive du 1er août 2015 et les lignes de conduite de février 2016. La 12e, limiter le recours aux revendeurs en traitant directement avec les fournisseurs. Là, on revient au guide de bonnes pratiques de juin 2016. Et finalement, d'assurer la 13, l'imputabilité des gestionnaires. Bon, nous annonçons la création, nous avons déjà annoncé la création du commissaire au contrat public et que ça deviendra maintenant, après le rapport de la commission Charbonneau, l'autorité des marchés publics et donc la gestion des plaintes va se faire de façon très rigoureuse. Voilà, Monsieur le Président, c'était important de rappeler les 13 recommandations de l'UPAC et le suivi qui a déjà été fait et celui qui viendra dans les mois à venir. Monsieur le ministre, nous allons aller du côté du député de